Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par vous remercier, Olivier Babot, Jordan Bardella, d'être venus ce soir débattre. Alors, nous allons parler d'intelligence artificielle. Alors, j'espère qu'on ne va pas apprendre un peu plus tard dans la soirée qu'on a été obligé de faire un don à une association qui crée des robots. J'espère qu'on n'en est pas là. Et pour commencer ce débat, j'aimerais vous faire définir ce qu'est l'intelligence artificielle. De quoi allez-vous parler exactement ce soir? Olivier Babot, je me tourne vers vous en premier lieu. De quoi parle-t-on exactement? On a tous entendu parler de ChatGPT ces derniers jours, mais plus précisément, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Où est-ce qu'on en est en fait? Merci, bonsoir à tous. C'est très agréable quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux de temps en temps de voir des gens en vrai. Et en plus, en vrai, c'est bizarre, ils vous insultent moins. C'est tellement plus agréable. L'intelligence artificielle était en fait un abus de langage depuis le début, depuis le début de l'informatique, depuis Alan Turing. C'était un fantasme avant de commencer à devenir, commencer seulement, une réalité. C'est peut-être ce qui est en train de se passer, même si on le verra, il faut beaucoup plus craindre de la bêtise humaine pour l'instant que l'intelligence artificielle. Mais ce qui est vrai, c'est que dès le début de l'informatique, on y a cru. On a cru que c'était à deux doigts. On allait faire un cerveau en silicium, ça allait marcher et on allait pouvoir avoir des intelligences alternatives. En fait, on a traversé beaucoup de ce qu'on a appelé des hivers de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en fait des moments un peu où on s'est rendu compte qu'on ne progressait plus, jusqu'à 2012 avec l'invention du deep learning, c'est-à-dire des technologies de traitement et d'apprentissage en profondeur, comme le nom l'indique, n'est-ce pas, de l'IA. Et aujourd'hui, depuis 6 mois, on est ressorti du deuxième hiver dans lequel on pensait être entré. On pensait à nouveau qu'on avait à peu près tout vu en matière d'intelligence artificielle. C'était pas un peu moins impressionnant que ce qu'on attendait. Et puis, depuis 6 mois, incroyable, avec les LLM, les Large Language Models, avec ce qu'on appelle l'IA générative, dont ChatGPT est un exemple. On arrive dans une ère complètement folle, complètement dingue. Avec Laurent Alexandre, on avait écrit une tribune dans un journal que je ne citerai pas, parce qu'on est à valeur. Alors, vous pouvez. Figaro, bon, et on avait dit, et c'était sérieux, ChatGPT, c'est plus pressé, c'est plus important que les retraites. Les retraites, c'est un problème d'équilibre du système dans 20 ans. ChatGPT, c'est un problème d'équilibre de la société dans 3-4 ans. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, il y a 3 révolutions coperniciennes. Copernic, la Terre tourne autour du Soleil et non pas le contraire. Darwin, l'être humain n'est pas au centre des espèces. Freud, nous ne sommes pas au centre de notre propre conscience. Eh bien, le 4e rupture qui pourrait arriver peut-être un jour, c'est nous ne sommes même pas la seule espèce intelligente. Peut-être que la seule consolation qu'on aura, c'est que c'est nous qui aurons créé cette intelligence. Mais en attendant, ça va créer beaucoup de problèmes. Ça va secouer, et c'est même pas pour nos enfants, c'est pour nous, très rapidement, ça va secouer. Il faut tous dans la salle, si vous ne l'avez pas fait, tiens, levez les mains, ceux qui n'ont pas essayé ChatGPT. C'est mal. C'est mal. Allez-y, c'est gratuit. Il y a la version payante, mais c'est gratuit. Rendez-vous compte de ce que ça peut faire. C'est complètement fou. Le nombre d'applications se multiplie à une vitesse. Pardon, je vais laisser Jordan parler, mais il faut bien comprendre 2 choses. Attendez, avant de comprendre 2 choses, je vais simplement demander à Jordan Bardella de nous expliquer par rapport justement à cette définition de ce qu'est l'intelligence artificielle, si pour vous aujourd'hui ça représente un enjeu, un défi, un intérêt. Comment est-ce que vous le définiriez par le politique que vous êtes? Pour moi, on est en phase de la 4e grande révolution industrielle. Et nous allons affronter, nos sociétés, dans les prochaines, pas dans les prochaines années, mais dans les prochaines heures et dans les prochains jours, le plus grand choc technologique que l'humanité ait connu. L'imprimerie a bouleversé le fonctionnement de nos sociétés. L'écriture a bouleversé le fonctionnement de nos sociétés. Internet est venu bouleverser le fonctionnement de nos sociétés et notre économie. Mais jamais ces différentes inventions n'ont dépassé les capacités cognitives de l'homme. Si j'étais un peu taquin, je vous dirais que le grand remplacement, l'autre, s'appelle ChatGPT. Et que, en fait, ce qu'un polytechnicien va mettre 4 heures à produire,
je schématise, ChatGPT va mettre quelques secondes à le faire. ChatGPT a passé le barreau, l'examen pour devenir avocat aux États-Unis. On n'a pas dit aux examinateurs qu'il y avait parmi les différentes copies l'une des copies qui avait été faite par ChatGPT. Cette copie faite par ChatGPT, écrite par le logiciel d'OpenAI, s'est classée parmi les 10 premières copies du barreau américain. Donc le sujet, c'est pas seulement GPT-4, c'est la trajectoire qui est devant nous. Et le sujet, c'est qu'on a là un logiciel, un programme qui va s'attaquer à la dernière spécificité de l'homme au travail, qui est l'intelligence. Un article de presse que Charlotte Dornelas va mettre quelques heures à écrire, ChatGPT l'écrira en quelques secondes. Alors on sait que Charlotte est irremplaçable, mais quand un logiciel va mettre quelques secondes à faire ce qu'un humain mettra plusieurs heures ou plusieurs jours à faire, ça pose la question de la place de certaines professions dans la société, et je pense qu'on va avoir l'occasion de creuser cet aspect. Alors justement, vous disiez tout à l'heure, Olivier Babot, vous vous adressiez à la salle pour savoir qui avait essayé, c'est-à-dire qui avait pris au sérieux finalement, j'imagine que c'était ça un peu votre question. Qu'est-ce que vous avez à dire justement aux politiques, là en l'occurrence, qui est en face de vous, sur la manière dont les responsables politiques abordent la question de l'intelligence artificielle, qui semble être une question principale de ce que vous avez dit dans votre introduction? Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est Gutenberg plus la bombe atomique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est Gutenberg parce que c'est typiquement une General Purpose Technology, une technologie à usage général, comme l'écriture, comme l'imprimerie, comme l'électricité, comme la vapeur, et donc qui va changer toutes les dimensions de notre économie. C'est la bombe atomique parce que celui qui va l'avoir aura une puissance extraordinaire par rapport à ceux qui ne l'auront pas. Alors, les politiques aujourd'hui, ils sont exactement comme des lapins dans le phare d'une voiture. Ils n'ont aucune idée de la façon dont il faut prendre ça. Pourquoi? Parce qu'on arrive au bout de 40 ans au moins, parce qu'en fait ça fait à peu près quasiment un demi-siècle, vous savez qu'on n'a pas un budget à l'équilibre, ça fait quasiment 50 ans qu'on met la poussière sous le tapis, qu'on achète grâce à l'endettement un déséquilibre chronique qui traduit le fait qu'on vit au-dessus de nos moyens. Vous savez qu'on a le système de protection sociale le plus généreux du monde, 30%, plus de 30% de notre PIB, alors que la moyenne de l'OCDE c'est 20%, et c'est formidable, tant mieux. Mais pour le pouvoir se le payer, il faut être puissant, il faut être riche. Or, en fait, on met la poussière sous le tapis. Pourquoi? Parce que de plus en plus on est pauvre, on veut se le cacher, on ne veut pas se l'avouer. Et les images qu'on voit tous, malheureusement, aujourd'hui des heurts, croyez-moi, ça n'est que le début, parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on ne va plus avoir les moyens de tout ça. Alors, c'est quoi les réponses? Mais les réponses, malheureusement, ceux qui vous donnent des réponses simples à des questions compliquées sont des menteurs. N'écoutez pas non plus les Pères Noël. Les Pères Noël deviennent très rapidement, après les élections, les pères fouettards. Les gens qui vous promettent tout, qui vous disent que ça va être facile, qu'il n'y a pas d'effort à faire, qu'on va pouvoir prendre la retraite de plus en plus tôt et avoir des retraites de plus en plus élevées. Non, la réalité, c'est que ça va être dur, ça va être difficile et il vaudrait mieux avoir un Churchill qui nous promet du sang et des larmes, mais au moins la victoire, parce que c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais plus précisément, peut-être, en vous adressant à Jordan Bardella sur la question de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous réclameriez, du coup, comme attitude aux politiques? Et je vous laisserai directement répondre sur la question de votre appréhension, on va dire, de ce sujet. Le problème, c'est qu'il est très tard, et que plus il est tard, plus on se demande si on a encore la possibilité de rattraper. En termes d'investissement technologique, Amazon, c'est 40 milliards de dollars. Hein, c'est quasiment, enfin c'est pas très loin de l'éducation nationale et c'est loin par rapport à nos capacités de recherche. Le problème, c'est qu'on prend les choses très tard, ces technologies se tournant, on est en train de le rater comme on a raté tous les autres. C'est ça qui est terrible. En fait, on est très fort depuis longtemps pour être préparé pour la guerre d'avant. Donc on a des super lignes Maginot. Ne croyons pas que les interdictions, que les murailles réglementaires, que les limitations qu'on va pouvoir imposer vont marcher. Le monde va extrêmement rapidement. La plupart des gens dans le monde se lèvent avec la rage au ventre et la volonté de réussir et de progresser. On a en face de nous des régimes qui sont des démocratures, donc qui ne font pas mystère de leur volonté de puissance. Donc cessons d'être naïfs et
la traduction de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que malheureusement, il faut remettre à plat l'ensemble de nos structures, sans doute institutionnelles, de représentation, le fonctionnement de l'État. Et je ne sais pas aujourd'hui où il y a un discours sur une refonte profonde et réelle et exigeante de l'État, en particulier, pourquoi pas, en utilisant l'intelligence artificielle. Mais il y a zéro discours, et encore moins un discours sur le fait qu'on va arrêter. Vous savez qu'en 2023, quand même, on dépense 30% de plus qu'on a en recettes fiscales. Je veux dire, c'est quand même 58% du PIB en dépenses. Personne, je suis désolé, personne n'a de discours sur ce sujet. Donc vous voyez que la route est longue vers un discours autour du réel qui va extrêmement vite, parce que avec cette réforme des retraites, on est en train de régler le problème des années 90 Si vous me avec des méthodes des années 80. Et on va laisser Jordan Bardella répondre. Au-delà de la réforme des retraites, puisqu'on ne va pas basculer sur la réforme des retraites maintenant, mais sur cette question de l'intelligence artificielle, vous avez dit à plusieurs reprises que c'était un sujet qui vous préoccupait. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat d'Olivier Babot d'un attentisme et d'un retard considérable de la classe politique française sur ce sujet? Et comment est-ce que vous l'appréhendez ou imaginez l'appréhender? Je pense que personne dans la classe politique française, par le Rassemblement national bien sûr, n'a conscience de la révolution technologique qui est aujourd'hui sous nos yeux. Et si j'ai accepté de parler de ce sujet ce soir avec Olivier Babot, qui en est spécialiste, c'est parce que je veux que vous reteniez que la France ne sera jamais compétitive au XXIe siècle, qu'elle ne sera jamais compétitive dans l'économie de la connaissance si on ne rend pas nos enfants et les générations qui viennent supérieures non pas à GPT-4, mais à GPT-5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et précisément, il nous faut dès maintenant, je crois que c'est le chantier le plus essentiel, adapter l'école au monde qui vient. Quand vous prenez un bloc opératoire il y a 100 ans et un bloc opératoire aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir. Il y a 100 ans, quand on opérait, on ne se lavait même pas les mains avant d'opérer. Quand vous prenez une classe d'école il y a 100 ans et que vous prenez une classe d'école aujourd'hui, fondamentalement, à part peut-être la couleur du tableau, pas grand-chose n'a changé. Et je pense que nous devons permettre à la génération qui vient et aux générations futures et à nos enfants de contrôler cette révolution pour en être les bénéficiaires et pour ne pas en être les esclaves. Et je pense que si on parlait beaucoup plus à l'école, si on passait plus de temps à l'école de la République française, à sensibiliser, à initier au logiciel du futur, aux métiers du futur, à l'économie de la connaissance, à l'intelligence artificielle, et qu'on passait peut-être un peu moins de temps à développer la théorie du genre, à expliquer que la France a toujours tout mal fait dans son histoire, peut-être qu'on ne serait pas aussi loin dans les classements PISA, et peut-être que la France se classerait beaucoup mieux pour l'avenir. Deuxièmement, je suis en partie d'accord avec vous, créer un chat GPT français paraît peut-être un peu ambitieux dans l'état actuel des choses, mais je pense qu'en 5 ans, en un quinquennat, on peut rattraper notre retard. Le budget recherche et développement de la France, c'est 2% du PIB. Israël ou la Corée du Sud, qu'on a souvent vendu comme des start-up nations, c'est 5% du PIB. Il faut arrêter de maltraiter nos savants. Il faut arrêter de maltraiter nos chercheurs. Aujourd'hui, on sait former, mais dès qu'on forme, ce n'est pas la France qui embauche, c'est Google, c'est les GAFAM, et ce sont systématiquement des États étrangers. Je pense qu'il y a là un véritable enjeu de souveraineté, et parce que je suis souverainiste, moi je refuse que la France devienne, dans le XXIe siècle, la colonie numérique de Washington ou de Pékin. Il y a une autre question qui revient souvent par rapport à l'intelligence artificielle, qui est revenue notamment par rapport au progrès qu'on a vu en quelques jours quasiment des différentes versions de ChatGPT, c'est l'avenir des métiers dans la société. Beaucoup de gens ont pris peur en se disant, en effet, Jordan a cité mon métier, merci beaucoup, mais il y a d'autres métiers. C'était un compliment. Voilà, il y a les avocats qui peuvent avoir peur aussi, et énormément d'autres métiers. Est-ce que c'est pour vous une fausse menace dans la mesure où, comme le répondent certains, d'autres métiers seront créés avec l'intelligence artificielle? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut amener à une crise sociale comme jamais on en a connu, en tout cas dans l'ampleur? Et je vous laisserai vous répondre l'un à l'autre sur cette question aussi. La question se pose, elle se pose sérieusement. Alors en fait,
on craint de l'effet des technologies sur les emplois depuis le début. Souvenez-vous, les canuts lyonnais qui détruisaient évidemment les métiers à tisser. En fait, les métiers se transforment depuis très longtemps. Les emplois se transforment. On n'a plus de porteurs d'eau, mais il y a des gens qui entretiennent les réseaux. Donc ce sont des métiers, il faut le noter, qui sont différents en compétences. Et en fait, la crise sociale peut tout à fait arriver, non pas parce que les emplois vont disparaître. Peut-être que Schumpeter, sur la destruction créatrice, a tort, mais pour l'instant, on ne l'a jamais vu dans l'histoire. On peut imaginer que ça ne va pas être le cas. En revanche, les nouveaux métiers vont être de plus en plus exigeants et il va falloir s'y former de plus en plus vite parce que c'est l'une des caractéristiques. On est sur une exponentielle. Donc là, vous avez tous fait un peu de maths. L'exponentielle, c'est la dérivée seconde, c'est-à-dire il y a l'accélération, mais en plus, enfin la vitesse, mais c'est l'accélération en plus, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vite. Et là, donc, on va avoir quelques mois, quasiment, peut-être quelques années pour se former. Et ça, c'est évidemment ce qui est le plus inquiétant. Il va y avoir des transformations extrêmement profondes. Et c'est là qu'on a besoin de l'État, vraiment. Vous savez, c'est Victor Hugo qui disait le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable. On est devant une révolution technologique complètement folle qui va arriver sur nous comme une bourrasque. Et en fait, c'est là qu'on a besoin d'un État qui nous accompagne. Et on n'a pas besoin d'un État édredon, comme il l'est malheureusement trop aujourd'hui. Un État qui nous dit « Vous en faites pas, les amis, tout va bien se passer, on va tout maintenir exactement, on va vous faire des chèques pour tout. » Et moi, j'attends le chèque ChatGPT qui va arriver. Ça ne manquera pas, parce que absolument rien ne va bouger. Et donc il faut avoir le courage d'avoir un discours de vérité sur ça va être dur, mais il faut s'y adapter, voilà les conditions, on va vous aider, on va se former. Et évidemment, c'est un discours qui est plus difficile à tenir que vous en faites pas, mes petits chéris, rien va se passer, vous allez avoir une super retraite et c'est pas la peine de bosser. Voilà. Moi, je pense que la prochaine grande crise sociale qu'on va tous devoir affronter sera précisément celle de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Et je pense que les Gilets jaunes, qui ont donné suite aux mobilisations contre la réforme des retraites, donneront lieu dans quelques temps à la prochaine grande crise sociale qui se portera précisément sur cette nouvelle technologie. Et pour une raison très simple. L'économie, c'est quoi ? L'économie, c'est, et on pourrait la définir comme telle, c'est la gestion de la rareté. Or, pour la première fois de l'histoire de l'humanité et de l'histoire économique, nous allons avoir un facteur de production qui va être disponible en quantité illimitée et gratuite. Une intelligence humaine dans l'entreprise, ça a un coût. Une intelligence humaine dans l'entreprise, elle commence à 9 h, elle finit à 18 h, elle prend sa pause pour déjeuner, elle prend sa pause café, parfois elle fait grève. L'intelligence artificielle, elle est gratuite. À partir du moment où vous l'avez entre vos mains, où vous avez le logiciel, elle est gratuite. Et elle est présente en quantité illimitée. Je pense que l'intelligence artificielle sera au cadre supérieur ce que la robotisation a été à l'ouvrier. Il y a des études qui ont été faites, d'ailleurs, pour éclairer un peu ce qu'on est en train d'illustrer. Goldman Sachs a rendu une étude il y a quelques semaines dans laquelle Goldman Sachs dit qu'il y a 300 millions d'emplois, soit 10% des emplois sur Terre, qui vont être directement menacés aujourd'hui par GPT-4. Et tous les géants de l'intelligence artificielle, je pense à Sam Altman par exemple, qui a fondé, patron d'OpenAI, lui dit que l'intelligence artificielle va doubler en efficacité tous les 18 mois. Donc ça va bouleverser énormément d'emplois. Il faut qu'on se pose dès maintenant pour commencer à réfléchir à la manière dont on va adapter l'entreprise, adapter la société, et surtout qu'on ne se contente pas de réguler. Parce que le drame de notre civilisation aujourd'hui, c'est qu'on est toujours les premiers à légiférer, mais toujours les derniers à innover et à créer. Et c'est ça, au fond, l'explication du déclassement de l'Europe. Quand les Américains créent une technologie, les Chinois la plagient, et nous, on se contente de la réguler. Eh bien, moi, je pense que le génie européen et le génie français peut rêver mieux au XXIe siècle. Alors, bon, ce débat est beaucoup trop court. Hein. C'est-à-dire qu'on a un sujet, on pourrait y passer 4 jours non-stop. Mais là, il nous reste quelques secondes seulement. Alors, j'aimerais bien vous demander à tous les deux, on a abordé les questions de société, la gestion par le politique, la question des métiers, la question de l'école. Et
est-ce qu'il n'y a pas un risque qui pèse sur l'humanité tout court, en fait, sur l'homme tout court? Et j'aimerais que vous concluiez chacun votre tour avec cette question un peu vertigineuse. Je suis désolée, il reste quelques secondes, mais pour ouvrir peut-être au prochain débat, et on négociera quelques minutes de plus. Je commence ? Après vous. La technologie, c'est comme l'argent. C'est un formidable serviteur et c'est un bien mauvais maître. Et c'est ça notre enjeu. Vous avez tous lu peut-être La machine à voyager dans le temps d'H.G. Wells. On imagine qu'en l'an, je crois, 800 000, il y a les Éloïs qui vivent, ils se font bouffer la nuit par une autre humanité qui vit sous terre. Le risque, c'est une forme de polarisation sociale entre ceux qui utilisent la technologie et les autres, parce que vous savez, votre job, il ne va pas être remplacé par l'IA. En revanche, vous pouvez être remplacé par un mec qui va utiliser l'IA. Et ça, c'est tout à fait le risque. Et donc, la place de l'homme, sans doute, va être remise en cause, mais encore une fois, c'est probablement de nous que nous devons nous méfier le plus, de nous, de notre indolence, parce que notre problème aujourd'hui, c'est le thème de mon dernier bouquin, j'ai le droit de faire une seconde de pub, notre problème, c'est que le monde est devenu trop facile. C'est que si la machine fait tout à notre place, le risque, c'est que notre cerveau se vide. Et c'est que être humain à l'ère des machines, comme le disait Erasme, être humain, enfin, on ne naît pas homme, on le devient. Eh bien, nous, il va falloir non qu'on le devienne, mais surtout qu'on le choisisse, qu'on le veuille. Et ça demandera une discipline de faire. Mon rôle de responsable politique, je vous l'ai dit tout à l'heure lorsqu'on a parlé d'écologie, c'est de prévoir les tempêtes et c'est de réussir à les anticiper. Les géants du numérique et de l'intelligence artificielle, et disons-le les patrons des GAFAM, sont convaincus que le 21e siècle sera vertigineux et surtout que le 21e siècle sera, d'après leurs mots, le siècle de l'homo deus, c'est-à-dire de l'homme-dieu. Et que tous les pouvoirs qui, de par l'histoire de notre civilisation et de l'histoire de l'humanité, ont été ceux des dieux, seront au XXIe siècle entre les mains des hommes. Colonisation du cosmos, la gestion des embryons, des programmes tels que Neuralink qui sont développés par Elon Musk, l'adoption de l'intelligence en quantité infinie dans les entreprises, tout cela sont des réalités. Il va falloir nous y préparer, il va falloir les réguler. Il va falloir nous protéger lorsque ce sera nécessaire. Je pense qu'on n'en est pas encore à Terminator et que probablement avant 2050, il est illusoire de penser que l'intelligence artificielle va se doter d'une conscience qui lui sera propre et qu'elle aura toujours besoin de l'homme. Mais ce qui est clair, c'est que ça va plus vite que prévu, vous l'avez rappelé au début de votre intervention, et qu'il va donc falloir qu'on s'y prépare. Je pense qu'il y a 2 impasses à éviter. La première impasse, c'est évidemment de se laisser dépasser par l'intelligence artificielle, qui est la porte ouverte, nous le savons, derrière au transhumanisme et à ses dérives. Mais je crois aussi que de tout bloquer, que de décréter des moratoires, comme a pu le faire par exemple l'Italie, ne nous aidera pas non plus à prendre en compte ces réalités. Et si ce soir, nous avons pu, en tout cas si j'ai pu vous éveiller à ce sujet, eh bien, j'en suis ravi. Voilà, il me reste à vous remercier. Olivier Babot, merci beaucoup. Jordan Bardella, un grand merci. Et la prochaine fois, on consacrera la soirée à l'intelligence artificielle. On a bien compris qu'il fallait s'en préoccuper. Et merci à vous, évidemment. Merci à vous et bonne soirée.